Donc, ce sont les 7 premières minutes du film des frères Cohen, donc A Serious Man. Alors, pour résumer rapidement ce qui se passe, on est donc au shtetl, une nuit d'hiver, comme vous le voyez, et l'époux rentre chez lui. Il est allé à la foire pour essayer de vendre des oies, et il a eu un accident en rentrant. Il a dû changer la roue de sa charrette, et Reb Groshkover donc l'a aidé. Et pour le remercier de son aide, il l'a convié à manger une soupe chaude chez lui. Et donc, il raconte l'anecdote à sa femme, et sa femme, comme vous l'avez vu, est tout à fait apeurée, puisqu'elle lui dit, mais enfin, Reb Groshkover est mort il y a 3 ans, il a été enterré, il est mort du typhus, donc ce que tu as invité en fait chez nous, c'est un dibouk. Et il lui dit, mais non, moi je suis un homme rationnel, il n'est pas mort, on t'a raconté des bêtises. Bon, la discussion se poursuit sur ce ton, jusqu'au moment donc où Groshkover arrive, et vous avez vu la suite de la scène. Elle finit par lui enfoncer le pic à glace dans la poitrine, et il survit à l'évidence, de manière ambiguë, mais il survit, et il quitte la maison. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dibouk? Rapidement, c'est un personnage qui est très qui est courant, en particulier dans la mythologie ashkénaze. En fait, c'est un personnage assez peu sympathique, a priori. C'est un esprit qui revient hanter les vivants lorsqu'il estime qu'on lui a manqué de respect ou qu'on a commis envers lui une mauvaise action. Et il faut savoir que le lieu de résidence habituel d'un dibouk, c'est une armoire, d'où le titre de cette petite présentation, et que donc si d'une manière ou d'une autre on ouvre l'armoire et que le dibouk parvient à s'en extraire, eh bien il faut soit arriver à le mettre hors d'état de nuire, soit le faire rentrer de nouveau dans cette armoire de telle manière qu'il laisse les vivants en paix. Et donc c'est cette séquence qui constitue l'introduction du film des frères Cohen, et on passe ensuite, sans solution de continuité, à un film qui semble tout à fait différent et qui raconte l'histoire d'une de ces communautés juives des banlieues américaines, comme on peut en trouver chez Philip Roth par exemple, et qui montre en tout cas une vie sociale extraordinairement conformiste, où chacun est essentiellement préoccupé de ce que son voisin va penser de lui, des comportements qui sont souvent marqués par une grande hypocrisie. Enfin, il y a une peinture au vitriol là, de la vie de ces communautés américaines. Donc la question qui se pose, c'est quel rapport entre cette séance initiale et puis la suite du film, que l'on peut par ailleurs lire, voir comme un midrash sur Job, mais ce n'est pas cet aspect-là qui m'intéresse, c'est vraiment le lien entre les deux séquences. Et l'hypothèse que je formule, c'est que ce dibouk qui apparaît donc au tout début du film, eh bien c'est une mauvaise conscience, une forme de mauvaise conscience liée à la Shoah, à la fois à l'éloignement, à l'ignorance, à l'inaction, à une certaine forme d'indifférence aussi de la part de ceux qui se trouvaient de l'autre côté de l'Atlantique. Et il me semble qu'une des lectures possibles que l'on peut faire du film, qui décrit encore une fois dans la suite de la narration une vie juive sans consistance véritable, sans épaisseur spirituelle. Philippe parlait tout à l'heure de la scène de la bar mitzvah, c'en est une très bonne démonstration. Et d'ailleurs, il y a un lien entre les deux. Il y a le pic à glace avec laquelle la femme trucide le dibouk dans la séquence qu'on vient de voir, qui se retrouve dans la manière dont le garçon brandit le yad quand il lit sa paracha. Je ferme la parenthèse. Et donc, cette idée, donc, cette description d'une vie juive donc sans consistance spirituelle, ce serait en quelque sorte le résultat de ce dibouk, de ce remords en quelque sorte, et cela dit évidemment sans aucune forme de jugement, de ce remords qui hante et à la fois épuise
ce judaïsme d'Amérique. Alors, cette idée-là en tête, enfin, je l'avais conservée à l'esprit et j'avoue qu'elle s'est souvent réimposée à moi en lisant l'un ou l'autre des livres dont nous allons envisager quelques extraits ensemble maintenant. Alors, ces livres, donc je vous en donne simplement pour l'instant les titres, ils sont sur le petit document qui avait été joint à la lettre d'information. Donc je les ai mis dans l'ordre chronologique de leur publication. Il y a d'abord une nouvelle qui s'appelle Élie le fanatique. C'est une nouvelle très précoce de Philip Roth, donc 1958, et elle a été publiée dans l'un de ses premiers recueils, le premier peut-être même, qui s'appelle Goodbye Columbus, et qui est une publication de 1962. Le second texte, toujours dans l'ordre chronologique, c'est un recueil de nouvelles, c'est Le tonneau magique de Bernard Malamud, qui lui a été publié en 1958. Et puis, trois textes plus contemporains, Le Trévaux Kaddish de Léon Wieseltier, qui a été publié en 1998, Les Disparus, évidemment, de Daniel Mendelssohn, publié en 2007, et puis, plus récemment encore, Le Ghetto intérieur dont on parlait tout à l'heure, publié, donc écrit en français et publié en 2019 par Santiago Amigorena. Donc je ne vais pas présenter maintenant, comme je le disais tout à l'heure, chacun de ces textes, mais plutôt lorsque nous en lirons des extraits. Alors j'ai organisé cette rapide présentation en trois moments. D'abord, le thème de la fraternité oubliée, tel qu'il apparaît dans les œuvres que nous allons envisager. Ensuite, précisément, le D-Book, hein, le silence, le remords, l'euphémisation aussi dans la manière d'exprimer ce qui a pu se passer. Et puis enfin, dans la troisième partie, ce que j'ai appelé une forme de tikkun, que me semble-t-il, on trouve aussi dans l'ensemble des textes que nous allons voir ensemble. Alors, la fraternité oubliée, donc cette espèce d'indifférence ou d'ignorance avant même la guerre et pendant la guerre quant à ce qui pouvait se passer de l'autre côté de l'Atlantique. Quelques mots de contexte historique d'abord. Je vous rappelle que entre la fin du 19e siècle et 1924, ce sont les premières lois de quotas aux États-Unis, donc les lois qui restreignent très fortement l'immigration juive aux États-Unis, pas seulement l'immigration juive, hein, mais l'immigration juive aussi. Donc entre la fin du 19e et 1924, il y a environ 2 à 3 millions de juifs qui ont quitté l'Europe et qui se sont installés aux États-Unis. Pour ce qui est de l'Argentine, puisqu'on parlera aussi d'Amigorena, les chiffres sont évidemment moindres, mais ils sont néanmoins significatifs. Toujours de la même manière, entre la fin du 19e et 1920, c'est 150 000 juifs environ qui se sont installés en Argentine. Et il faut noter que l'Argentine est le seul pays qui soit resté ouvert aux juifs quand ils pouvaient quitter l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque entre 1933 et 1945, ce sont environ 45 000 juifs qui ont pu quitter l'Europe et s'installer en Argentine. Alors, l'expérience de l'immigration, c'est évidemment l'expérience d'une rupture, étant entendu que, sauf cas très exceptionnel, et c'est celui de l'oncle, du grand-oncle de Mendelssohn, qui est l'une des figures principales des disparus, c'est un départ qui est clairement vécu sans retour. C'est un adieu définitif, hein. On ne traverse pas l'Atlantique, sauf cas très exceptionnel, si on est refoulé, ou si, comme dans le cas de Schmil, le grand-oncle de Mendelssohn, on fait le choix de rentrer. On ne traverse pas l'Atlantique pour revenir en Europe. Et les contacts, évidemment, se poursuivent. Alors, évidemment, les cas sont très, très variables, de façon plus ou moins aléatoire, mais ce qui est certain, c'est qu'à partir de 1939, avant même, enfin 38 même, avant même le début de la Seconde Guerre mondiale, la situation en Europe, puis la guerre, ont radicalisé en quelque sorte le caractère définitif de cette séparation. Le courrier n'arrive plus à partir de 1938, c'est très clair. Il n'arrive plus, ou il arrive de manière beaucoup plus intermittente à partir de 1939. Il n'y en a plus.
Et le contact, donc, qui souvent s'était déjà préalablement dissous et presque perdu, est cette fois-ci définitivement impossible. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un certain nombre de ces émigrants abandonnent l'Europe véritablement comme ils quitteraient un cauchemar. Et cela, on le sent dans les textes que nous allons voir ensemble. Alors, si vous avez peut-être la feuille, vous pouvez prendre le premier extrait du texte de Santiago Amigorena. Alors, je vais reprendre la lecture un tout petit peu avant de ce que j'ai mis sur la feuille. Donc, quelques mots de présentation avant cela. Donc, le ghetto intérieur raconte en fait l'histoire du père d'Amigorena, qui s'appelle du grand-père pardon d'Amigorena, qui s'appelle Vicente Rosenberg, qui a quitté donc la Pologne, à la fois pour fuir la Pologne elle-même, une tradition qui lui pèse, et sa mère, c'est très clair. Et il s'est donc installé en Argentine, où il a fondé une famille. Il a, c'est ce qu'on va voir là, il a dans un premier temps donné quelques nouvelles, puis il n'en a plus donné du tout, en dépit des nouvelles qui lui arrivaient, des lettres que lui envoyait sa mère très régulièrement de Varsovie. Et à partir de 1938, alors il n'a plus écrit depuis très longtemps, il comprend progressivement que le fait de ne plus recevoir de lettres de sa mère témoigne d'une situation extrêmement grave en Europe. Et au fur et à mesure qu'il comprend pendant la guerre et après la guerre même ce qui s'est passé en Europe, eh bien, il s'enferme dans le silence. On y reviendra. Il ne dit plus un mot. Alors, on n'en est pas là. Voilà comment Amigorena donc, présente la rupture du contact, rupture encore une fois qui, avant la guerre, est le fait du fils. Voilà comment il présente cette rupture. Donc c'est sa mère qui parle, la mère de Vicente. Est-ce que tu as déjà un chez toi? Est-ce que tu manges à la maison? Et comment fais-tu pour le ménage? Raconte-moi tout, mon chéri, je meurs de n'avoir pas de tes nouvelles. Évidemment, ce « je meurs » ici, écrit en 34 ou en 35, on l'entend de manière particulière. Ces mots d'une lettre ancienne envoyée par sa mère, à l'époque où elle lui écrivait encore à la poste restante de Buenos Aires, lui étaient brusquement revenus en mémoire alors qu'il montait l'escalier. Oui, maintenant enfin, je peux dire que j'ai un foyer, lui avait-il répondu dans sa tête, en songeant aux nombreux reproches qu'elle lui avait adressés pendant des années parce qu'il ne donnait pas suffisamment de nouvelles. Je t'en prie beaucoup, Vicente chéri. Écris, écris, réponds-moi tout de suite. De nouveau, je n'ai pas de nouvelles de toi. Cela me chagrine infiniment. Je t'en supplie, écris-moi quelques mots. Est-ce que cela t'est si indifférent d'écrire quelques mots à ta mère? J'implore quelques mots. Je désire tellement te revoir. Tant que je vis, c'est mon unique rêve. Je t'en supplie, Vicente, écris quelques mots. Quel désespoir pour une mère de ne pas avoir de nouvelles de son enfant. Cela continue un petit moment comme cela. Et Amigorena reprend. Lorsqu'il était parti de Varsovie, donc lorsque Vicenti, devenu Vicente, avait quitté Varsovie, sa mère lui avait fait jurer qu'il lui écrirait une fois par semaine. Mais alors qu'elle n'avait jamais cessé jusqu'en 1938 de lui envoyer plusieurs lettres par mois, Vicente n'avait tenu sa promesse que pendant la première année qui avait suivi son arrivée en Argentine. 1929, 1930, 1931. Les années passaient et Vicente, à chaque fois qu'il recevait une lettre, maudissait les reproches de sa mère. 1932, 1933, 1934. Puis ces mêmes reproches avaient commencé à l'amuser, et avec Ariel, qui est son ami le plus proche, il s'en était parfois moqué. 35, 36, 37, puis il les avait reçus avec indifférence. Donc on voit bien comment, avant même la guerre, Vicente ici a voulu véritablement laisser l'Europe de manière très radicale derrière lui, oublier les siens, oublier sa mère, et cela se traduit évidemment par son extrême réticence à lui donner des nouvelles. Et quand la situation s'est dégradée, au début, il ne s'en est même pas rendu compte. Je vous lis là encore un petit extrait. Vicente, quant à lui, il n'est pas sur la feuille que j'avais envoyée. Vicente, quant à lui, bien que juif et polonais, était encore moins bien informé que la plupart des gens qui étaient nés en Argentine et n'avaient jamais mis pied en Europe.
il avait su bien sûr qu'au mois de septembre 1939, les Allemands avaient envahi la Pologne, et il n'ignorait pas à quel point les Allemands, avec la même ténacité que les Polonais ou les Russes depuis des décennies, et d'une manière terriblement institutionnelle depuis 1933, étaient profondément antisémites. Mais il n'avait jamais vraiment voulu se rendre à l'évidence du danger que couraient sa mère et son frère, qui vivaient encore à Varsovie. Donc, une grande indifférence. Dans le cas de Mendelssohn, donc dans Les Disparus, alors quelques mots sur Les Disparus, Daniel Mendelssohn donc, part à la recherche de ce que sont véritablement devenus, il sait évidemment qu'ils ont été assassinés, mais il part à la recherche des derniers moments, il essaie de comprendre comment ont vécu et comment ont été assassinés. Donc l'un des frères de son père retourné en Europe, sa femme et ses filles. Et Les Disparus, c'est entre autres le récit de cette quête. Dans le cas de la famille de Mendelssohn, la situation est un petit peu différente parce que tous les frères du grand-père de Mendelssohn, Abraham dit Abi, qui est l'une des figures majeures de ce récit, ils ont tous à un moment ou à un autre quitté l'Europe. La plupart s'est installés aux États-Unis, un autre s'est installé en Palestine, et Schmiel, donc, l'oncle qui va être l'objet de la recherche de Mendelssohn, Schmiel est venu aux États-Unis, mais c'est le cas exceptionnel dont je parlais tout à l'heure. Il a passé un an chez un oncle et une tante, et puis il a décidé de retourner en Pologne, avant la guerre. Et de manière très significative, me semble-t-il, parce que les sépultures et les cimetières jouent un grand rôle dans chacun de ces livres. On apprend cet itinéraire spécifique de Schmiel-Jäger, il ne s'appelle pas Mendelssohn, dès le début du livre, précisément quand Mendelssohn évoque les sépultures familiales. Là aussi, je vous lis l'extrait. Mais son mari, beau et dominateur, mon grand-père, donc le grand-père de Daniel Mendelssohn, était né et parvenu à la maturité à Boleshov. Boleshov, c'est la petite ville d'Ukraine dont la famille est originaire et où Schmiel est retourné. Donc lui et ses trois frères étaient parvenus à maturité à Boleshov. Et c'est pour cette raison qu'il avait droit à un emplacement dans cette section particulière du cimetière Mount Yuda. Il y est, lui aussi, maintenant enterré avec sa mère, deux de ses trois sœurs et un de ses frères. L'autre sœur, mère férocement possessive d'un fils unique, a suivi ce fils dans un autre état et s'y trouve enterré. Des deux autres frères, l'un avait eu le bon sens et l'anticipation d'émigrer avec sa femme et ses jeunes enfants de la Pologne à la Palestine dans les années 30, et résultat de cette sage décision, il avait été enterré le moment venu en Israël. Le frère aîné, donc Schmiel, le frère aîné, qui était aussi le plus beau des 7 frères et sœurs, le plus adoré et adulé, le prince de la famille, était venu jeune à New York en 1913. Mais après une année maigre passée là-bas chez un oncle et une tante, il avait décidé qu'il préférait Boleshov. Et donc, après une année aux États-Unis, il était rentré, un choix qu'il savait puisqu'il avait fini par trouver le bonheur et la prospérité, être le bon, il n'a pas de tombe du tout. Ce Schmiel, qui est reparti en Pologne, qui donc de son plein gré est retourné à Boleshov, où il a construit sa vie, où il a fondé une famille. Quand la situation s'est dégradée, puis est devenue insupportable, il a appelé au secours. Il a écrit. Dans un premier temps, on ne sait rien de ses lettres. Mendelssohn en donne des exemples, des extraits après. Il a écrit, il a très clairement appelé au secours, mais ces appels au secours n'ont pas été ou n'ont pas voulu être entendus. Et là aussi, on a quelques extraits qui sont significatifs. J'ai privilégié la lecture des extraits parce qu'il me semble que ce sont de beaux textes à entendre et sur lesquels on peut réfléchir ensuite ensemble. Voilà un premier extrait d'une lettre donc envoyée par Schmiel pour l'essentiel au grand-père de Mendelssohn, à Abraham devenu Abi.
ne soyez pas Bruiges, Bruiges en yiddish ça veut dire en colère, ne soyez pas Bruiges avec moi, mes très chers, parce que je vous écris toutes ces lettres dans cette veine pessimiste. Ce n'est pas étonnant, dans la vie à présent, il y a tant d'occasions pour les gens d'être si maléfiques entre eux. Je t'ai maintenant écrit tant de fois, cher Abby, et là Mendelssohn met des points de suspension, on comprend bien évidemment que ces lettres sont restées sans réponse. Un petit peu plus loin, un autre extrait. Schmil a demandé à son frère donc de se renseigner pour savoir si dans la mesure où il avait déjà séjourné aux États-Unis, il ne pourrait pas y être accueilli à nouveau. Et il lui explique qu'il a même écrit à Roosevelt pour lui expliquer sa situation. Et donc Schmil dit à Abraham Yeager, tu devrais te renseigner, tu devrais écrire pour dire que je suis le seul membre de ta famille qui soit encore en Europe et que j'ai une formation en mécanique automobile et que j'ai déjà été en Amérique en 1912 et 1913. Et puis il continue, peut-être que ça pourra marcher. En ce qui me concerne, je vais envoyer une lettre à Washington au président Roosevelt. Je vais lui dire que tous mes frères et sœurs et ma famille entière sont en Amérique et que même mes parents sont enterrés là-bas. Peut-être que ça va marcher parce que je veux vraiment sortir de ce Gehenim avec ma chère femme et mes 4 enfants chéris. Et puis, un peu plus loin, une dernière lettre. Écris-moi plus souvent. C'est comme si on me donnait une vie nouvelle et je ne me sentirais pas seule. La chère Esther, c'est sa femme, va écrire un post-scriptum de sa main. Je vous serre dans mes bras et vous embrasse de tout mon cœur et vous me manquez. Et il rajoute à la lettre, cher Abby, donc le grand-père de Mendelssohn, j'étais sur le point de t'envoyer ceci quand j'ai reçu ta lettre, et on comprend à ce qu'il lui dit le contenu qui était la fin de non-recevoir que contenait la lettre qu'a envoyée Abraham. Tu reproches à ma chère femme de ne pas s'être tournée vers son frère et sa sœur, et donc je t'écris pour te dire que tu as perdu la tête. Elle leur a déjà écrit et n'a jamais obtenu de réponse. Que devait-elle faire? Et puis il y a enfin une dernière lettre où il leur dit adieu pour toujours, nous ne nous reverrons plus. Donc on voit bien que à qui que ce soit adressé Schmil et son épouse, d'un côté ou de l'autre de la famille, eh bien ils n'ont pas eu de réponse. Et les citations multiples que fait Mendelssohn des lettres de Schmil, évidemment, font sentir en creux l'épaisseur du silence qui leur a été adressé en retour, en quelque sorte. Donc il y a eu, pour cette famille qui faisait sa vie en Amérique, qui était soucieuse d'y réussir et légitimement d'y vivre heureuse, il y a eu à un moment donné le choix plus ou moins conscient de ne pas entendre les appels au secours qui parvenaient encore depuis l'Europe. Et c'est cela qui finalement, dans chacune de ces œuvres, et j'en arrive là au second moment de mon propos, c'est cela qui finalement hante chacune de ces œuvres, le silence, le remords, la manière aussi dans un premier temps d'euphémiser par certaines expressions qui sont employées l'ampleur de la catastrophe jusqu'au moment où on se rend compte que eh bien, chacun des protagonistes, en fait, a à sa manière intégré l'immensité du désastre qui s'était produit et d'une manière ou d'une autre, on a conçu une souffrance portée toute son existence. Une autre référence qui me vient à l'esprit pour montrer l'importance du choc quand les premières images et les premiers témoignages sont arrivés aux États-Unis, parce qu'il ne faut pas penser, hein, et ça les travaux historiques l'ont largement démontré, il ne faut pas penser que la très grande majorité de la population juive américaine savait exactement ce qui était en train de se dérouler en Europe. Évidemment, aucun ne croyait que les Juifs y vivaient paisiblement, mais très peu étaient véritablement au courant de l'extermination qui était systématique, qui était en train de s'y dérouler. Et si vous vous souvenez de l'élu de Chaim Potok, il y a un moment où Reuven Malter emmène donc son ami Daniel Saunders, donc, qui est le fils de ce rabbin donc, qui est à la tête d'une cour racidique, et il l'emmène au cinéma
Et il y a auparavant, enfin, précédant le film, il y a une séquence d'actualité. Et c'est là qu'il voit les premières images qui arrivent d'Europe, qui ne sont pas les images des camps d'extermination, mais qui sont les images tournées par les Américains quand ils ont libéré les camps de concentration, quand ils sont arrivés dans les camps de concentration en Allemagne. Et Potok décrit bien l'espèce de sidération qui saisit l'un et l'autre, parce que l'un et l'autre savaient que des choses épouvantables étaient en train de se passer en Europe. Réhouven Malter, sans doute encore plus, parce que son père est engagé au sein du mouvement sioniste, mais ce qu'il découvre là en voyant les images des actualités, c'est l'ampleur et les modalités de ce qui s'est passé. Donc, quand la connaissance arrive de ce qui s'est réellement déroulé en Europe, l'indifférence qui a été manifestée apparaît à beaucoup des personnages de ces œuvres comme une véritable trahison, une trahison qui est ressentie comme telle évidemment a posteriori, mais qui néanmoins est ressentie avec une extrême violence. Trahison, sentiment d'une trahison qui génère à la fois beaucoup de silence et aussi ce dibouk dont on parlait tout à l'heure, cette mauvaise conscience qui est foncièrement destructrice et qui finit même par tuer certains de ses héros. Alors, une première façon de lutter contre cette réalité dont on prend connaissance, dont les personnages de ces œuvres prennent connaissance, c'est la manière d'euphémiser dans l'expression ce qui s'est passé. Par exemple, quand Mendelssohn, quand dans la famille de Mendelssohn, on évoque ce qui est arrivé à Schmil et à sa famille, ce qui revient toujours, l'expression qui revient toujours, avant que Mendelssohn n'entreprenne sa quête, c'est l'expression que je vous lis, c'est l'extrait numéro 1 sur la petite feuille que j'avais préparée. Donc Schmil et sa famille sont toujours désignés de cette façon-là. Le frère aîné de mon grand-père, qui avec sa femme et ses 4 filles superbes, avait été tué par les nazis pendant la guerre. Ils sont toujours nommés de cette manière-là. Et tout le travail de Mendelssohn, ça va être précisément de redonner une identité spécifique à chacun de ces 5 personnages, de les appeler par leur nom et de les suivre aussi loin qu'il est possible dans leur destin. De la même manière, dans les nouvelles de Malamud qui sont dans le tonneau magique, c'est le seul petit extrait que j'ai mis sur la page, lorsque les personnages, donc qui sont des personnages extrêmement simples, très humbles, très malheureux dans ces nouvelles de Malamud, qui sont des nouvelles très âpres, terribles, souvent très belles, mais terribles. Donc chaque fois qu'on évoque les familles qui ont disparu en Europe, alors l'expression est toujours la même. Je vous donne un extrait que j'emprunte précisément à la nouvelle qui s'appelle L'Emprunt. Donc Bessie, l'héroïne de cette nouvelle, il y a là aussi, hein, le cœur de la nouvelle, c'est l'idée qu'il va falloir aider à financer la pierre tombale de la femme d'un ami. Donc on a toujours cette espèce d'obsession des cimetières qui revient. Et donc Bessie avait des années plus tard trouvé refuge au foyer d'un frère aîné en Allemagne, lequel s'était sacrifié pour l'envoyer en Amérique, à la suite de quoi, lui, sa femme et sa fille avaient fini dans un crématoire de Hitler. Avaient fini dans un crématoire de Hitler, ça revient systématiquement dans les nouvelles de Malamud, lorsque l'on veut évoquer donc ces familles qui ont disparu. Donc il y a des formules qui sont stéréotypées, et c'est au-delà de ces formules, évidemment, que nos auteurs vont vouloir aller. Si on regarde la nouvelle de Roth maintenant, la nouvelle qui s'appelle Élie le fanatique, donc, et qui est dans le recueil Goodbye Columbus. Donc c'est une œuvre de jeunesse de Roth, hein, je le disais tout à l'heure, elle date de 1958. Je vous donne l'argument en quelques mots. Élie, donc, qui va devenir Élie le fanatique, Élie est un jeune avocat qui habite avec son épouse et sa femme, qui est sur le point d'accoucher, qui habite avec son épouse, là encore, dans une de ces banlieues américaines dont l'œuvre de Roth est riche en descriptions.
Il est avocat, donc, et il a été chargé par sa communauté, par la communauté juive donc de la petite bourgade à une quarantaine de kilomètres de New York où il vit. Il a été chargé de convaincre le directeur d'une yeshiva qui s'est installée sur la colline à côté de chez eux. Il est chargé de les convaincre soit de déménager, soit d'adopter un profil qui les fonde plus dans le paysage. Et en particulier, donc, ce qui gêne cette petite communauté qui a demandé à Élie donc, de négocier avec la directrice de la yeshiva qui est peuplée pour l'essentiel d'enfants orphelins qui sont venus d'Europe. Le point essentiel sur lequel achoppent les négociations, c'est que Élie et ceux qu'il représente voudraient que les membres de cette yeshiva ne se promènent pas dans leur costume traditionnel, en quelque sorte, dans les rues de cette petite ville. Et pour essayer donc d'arriver à ses fins, Élie, alors je le décris très paisiblement, mais la nouvelle est à la fois, enfin, elle est magnifique, elle est terrifiante, elle est traversée par une espèce de folie tout à fait incroyable. Donc Élie donne l'un de ses costumes au directeur de la yeshiva pour qu'il puisse s'en vêtir et se promener donc de manière décente dans les rues de cette banlieue. Et en retour, il trouve sur le seuil de sa maison, il trouve donc un costume traditionnel avec un talit de katane, un stroime, etc. Et Élie enfile ce costume. Et c'est là qu'il devient pour les siens Élie le fanatique. Et on voit bien comment il est véritablement saisi par ce dibouk de la mauvaise conscience quand il comprend en fait à quel point non seulement ils ont été indifférents et aveugles à ce qui se passait en Europe, et comment maintenant, quand les survivants arrivent à leur porte, la seule chose qu'ils trouvent à leur dire, c'est écoutez, habillez-vous de telle manière que vous vous fondiez dans le paysage. Alors, je vous lis un petit extrait, il est sur la feuille. Alors, le moment donc, où Roth, là encore d'une manière extrêmement rapide, montre la profondeur de cette mauvaise conscience. Donc, dans les poches du costume traditionnel qui a été déposé sur le pas de sa porte, voilà ce que trouve Élie. Le Griner, donc le nouvel émigrant, le Griner, il ne portait pas de chaussettes, il se rend compte qu'il n'y a pas de chaussettes dans la boîte. Où les avait-il oubliés? Le mystère fut résolu lorsqu'Élie réussit à rassembler suffisamment de courage pour inspecter les poches du pantalon. Il en ressortit avec une chaussette kaki dans chaque main. En les enfilant sur ses orteils, il imagina une genèse, le cadeau d'un GI en 1945. En plus de tout ce qu'il avait perdu entre 1938 et 1945, il avait également perdu ses chaussettes. Ce n'est pas le fait qu'il eût perdu ses chaussettes qui fit pleurer Élie, mais qu'il eût dû s'abaisser à accepter celle-là, attendait que ses frères ne lui soient pas venus en aide. Et ce qui revient comme un leitmotiv dans la bouche de la femme d'Élie qui ne comprend pas ce qui est en train d'arriver à son mari, et qui en plus est sur le point d'accoucher, elle lui dit « Mais Élie, tu n'as rien à te reprocher. » 2 extraits là encore. Donc la femme d'Élie s'appelle Myriam. C'est Myriam qui parle à Élie. Parfois, j'ai l'impression que tu en as assez et que tu vas t'en aller. Assez de quoi, répond Élie. Je ne sais pas, Élie. Assez de quelque chose. À chaque fois qu'une période de calme dure un certain temps et que tout va bien, que nous pensons être encore plus heureux, comme maintenant. On dirait que tu crois que nous ne méritons pas d'être heureux. Et un peu plus loin, alors qu'elle vient d'accoucher d'un fils, on est pratiquement à la fin de la nouvelle, et Élie se présente à l'hôpital en costume traditionnel. Elle lui dit « Mais chérie, tu n'as pas besoin de t'habiller comme ça, tu n'as rien fait. » Et évidemment, on peut entendre toute la polysémie de ce « tu n'as rien fait ». Tu n'as rien fait, tu n'as pas à te sentir coupable parce que tout va bien. Élie, tu ne comprends pas. Donc on voit bien comment cette mauvaise conscience est venue en quelque sorte hanter ces personnages. Je parlais tout à l'heure
d'Amigorena, hein, dont le grand-père a décidé de se taire. Là encore, vous avez l'extrait sur la feuille, c'est le 3e extrait. Vicente avait été un homme installé, il avait été un homme comme tant d'autres hommes, et soudain, sans que rien n'arrive là où il se trouvait, sans que rien ne change dans sa vie de tous les jours, tout avait changé. Il était devenu un fugitif, un traître, un lâche. Il était devenu celui qui n'était pas là où il aurait dû être, celui qui avait fui, celui qui vivait alors que les siens mouraient, et à partir de ce moment-là, il a préféré vivre comme un fantôme, silencieux et solitaire. Et on retrouve, avec plus d'ampleur encore, le même thème développé par Mendelssohn à propos de son grand-père dans les disparus. Ce qu'il faut bien entendre, c'est que Abraham Yeager, donc Abi, c'est une espèce de personnage solaire dans la galaxie Mendelssohn. C'est un homme qui est imposant physiquement, il est toujours parfaitement habillé, tiré à 4 épingles, les ongles parfaitement manucurés, il s'est marié 4 fois, il a fini par s'installer, j'allais dire évidemment, à Miami, en Floride. Et pourtant, lorsque cet homme meurt, d'une part, Mendelssohn sous-entend très clairement que la maladie dont il meurt et le suicide qu'il commet pour ne pas avoir à en subir les derniers tourments sont en quelque sorte une métaphore du remords qui le ronge. Et d'autre part, il trouve, alors que sa mère est en train de faire du tri dans les affaires de son grand-père, il fait une découverte tout à fait sidérante. Là aussi, je vous lis les extraits. Donc, le grand-père est mort en 1980, il était atteint d'un cancer. Mendelssohn écrit « Écoutez, mon grand-père est mort en 1980, au milieu de la nuit, en dépit du fait qu'il était très faible, à 1 ou 2 semaines au plus, m'avait dit ma mère, de mourir du cancer qui le dévorait. Il s'était levé dans un pyjama immaculé et avait eu la force de sortir sans réveiller sa femme endormie, celle qui avait été à Auschwitz, et de quitter l'appartement, d'appuyer sur le bouton R de l'ascenseur. Il avait trouvé la force de traverser le hall d'entrée en marbre du Fortet Towers et de se diriger vers la porte du fond, vers la piscine, dans laquelle il avait finalement trouvé la force de sauter, sachant pourtant qu'il ne savait pas nager. C'est dire à quel point la douleur était forte. Je me demande aujourd'hui quelle douleur. Donc, on comprend bien hein, ici que ce que sous-entend Mendelssohn, c'est que cette maladie est aussi métaphoriquement une forme du remords qui a rongé le grand-père. Et puis suit une découverte qui sidère Mendelssohn et qui est l'une des origines de sa quête. Donc sa mère, qui est la fille d'Abraham, fait plusieurs allers-retours entre Long Island où ils vivent et Miami pour régler les affaires consécutivement au décès de son père. Voilà ce qu'écrit Mendelssohn. Pendant les semaines qui ont suivi, ma mère s'est envolée plusieurs fois pour Miami Beach afin de régler toutes les questions de succession. Même dans l'anticipation de sa propre mort, il, Abraham donc, était resté drôle. Lorsqu'elle avait ouvert le coffre contenant ses papiers, elle avait trouvé une note écrite indubitablement de la main de mon grand-père, qui savait que ma mère ne lirait cette note qu'à sa mort. Maintenant, Marlène, commençait-elle, tu vas cesser de pleurer parce que tu sais à quel point tu es moche quand tu pleures. Et puis il continue, il y avait de nombreuses choses qui avaient un intérêt privé spécifique et une importance pour la famille qu'elle a rapportées à Long Island. Parmi ces choses, il y avait par exemple le livre d'un bleu délavé intitulé Sefer Hazikaron Lekedoshei Boleshov, le livre mémorial des martyrs de Boleshov, donc un de ces très nombreux Isker Birer qui ont été réalisés par les survivants des communautés détruites après la guerre. Et en plus de ce Isker Birer, voilà ce que rapporte la mère de Mendelssohn. Il y avait une autre chose qu'elle avait rapportée, une chose que j'avais vue bien des fois depuis mon enfance, mais à laquelle je n'avais jamais repensé. C'était ce portefeuille bizarre, long et mince,
avec ce cuir boutonneux qu'il avait si souvent glissé dans la poche intérieure d'une de ses vestes qu'il aimait porter. Je l'ai reconnu, bien sûr, mais jamais je n'aurais deviné ce qu'il contenait. Car lorsque nous avons finalement ouvert ce portefeuille, voici ce qu'il contenait. De nombreuses feuilles pliées, couvertes d'une écriture régulière, volontaire, élégante, en allemand. Cher Abi. Abi, mon grand-père. J'ai lu les dates. Boleschow, janvier 1939. J'ai lu au hasard des pages. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que le grand-père a gardé toute sa vie contre son cœur, dans son portefeuille. Il a gardé les lettres du frère auxquelles il n'a pas répondu. Voici ce que mon grand-père avait porté sur lui, poursuit Mendelssohn, pendant toutes ces années. Ces lettres que Schmil avait écrites au cours de la dernière année désespérée où il pouvait encore écrire quand il pensait pouvoir trouver une issue. Elles avaient été là, devant mes yeux, tout le temps, pendant tous ces étés où j'avais contemplé paresseusement le bizarre portefeuille, impatient de sortir et d'entendre les histoires de mon grand-père, sans jamais rêver de l'histoire qu'il portait sur sa poche intérieure gauche. C'était là, juste devant moi, et je n'avais rien vu. Il y a une dimension encore particulière dans le récit que fait Mendelssohn, c'est que cette rupture de fraternité, en quelque sorte, elle a été transmise. Elle a été transmise dans les relations détestables que Mendelssohn a longtemps entretenues avec l'un de ses frères. Et ce n'est pas moi qui fais le rapprochement, évidemment, c'est Mendelssohn lui-même. Là encore, je vous lis un extrait, c'est le second extrait qui est sur la feuille. Je pense à la façon, écrit Mendelssohn, dont j'avais cassé le bras de mon frère Matt, cassé comme ça dans un accès de rage au cours d'une bagarre, un jour, dans le jardin derrière la maison. Cassé comme on casse une branche, et maintenant je sais que, quelle qu'ait pu être la raison immédiate de ma violence, les raisons véritables étaient troubles, comme si cette fraternité brisée s'était en quelque sorte transmise d'une génération à l'autre. Et on verra que la quête de Mendelssohn consiste aussi dans la réparation de cette fraternité avec son frère Matt. Et puis il y a un dernier élément spécifique au livre de Mendelssohn qui est tout à fait exceptionnel. Je parlais tout à l'heure de D-Book. En fait, Mendelssohn enfant est en quelque manière un enfant d'e-book. Je m'explique. Je vous lis un extrait et je m'explique. Parmi ces gens, donc il fait allusion ici à toute la petite communauté de la famille et des amis, donc de personnes très âgées, qu'il voyait justement lorsqu'il était soit à New York, soit en Floride, dans les réunions familiales. Parmi ces gens, il y en avait certains qui pleuraient lorsqu'ils me voyaient. J'entrais dans la pièce et ils me regardaient, des femmes pour la plupart, et elles portaient leurs mains tordues avec ces bagues et ces nœuds déformés, gonflés et durs comme ceux d'un arbre qu'étaient leurs phalanges. Elles portaient ses mains sur leurs joues desséchées et disaient d'une voix un peu essoufflée et dramatique « Oi, zet oi Zayer Eilir zu Schmil » Oh, comme il ressemble à Schmil. De ce Schmil, bien entendu, je savais quelque chose, le frère aîné de mon grand-père qui, avec sa femme, ses 4 filles superbes, avait été tué par les nazis pendant la guerre. C'était là, nous le comprenions tous, la légende non écrite de quelques photos que nous avions de lui et de sa famille, qui désormais étaient rangées soigneusement dans un sac en plastique à l'intérieur d'une boîte qui se trouvait elle-même à l'intérieur d'un carton dans la cave de ma mère. Donc, quand je dis que Daniel Mendelssohn est en quelque sorte un enfant d'e-book, c'est parce que dans la mesure où il a cette ressemblance tellement frappante avec ce grand-oncle qu'il n'a pas connu, lorsqu'il entre quelque part, évidemment, ce qui saisit ces vieilles personnes dont il parle et qui ont tellement bien enfoui le souvenir dans un sac, dans la cave, etc., et d'un seul coup, Mendelssohn incarne en quelque sorte ce remords, cette mauvaise conscience. C'est le D-book de ceux qui ont disparu. Et je trouve à la fois sidérant et très beau dans le livre de Mendelssohn, dans Les Disparus, donc c'est que c'est cet enfant d'e-book lui-même, en quelque sorte, qui va faire, par la littérature précisément, œuvre de tikkun. Alors justement, c'était le troisième moment de cette présentation. Quelle forme
quelle forme prend ce tikkun par la littérature, pourrait-on dire. Chez Malamud, c'est une mission quasiment impossible. Les nouvelles de Malamud, je prie de m'excuser, les nouvelles de Malamud sont extrêmement âpres. Elles mettent en scène des gens qui sont véritablement enserrés dans le malheur et qui n'arrivent pas à en sortir. D'ailleurs, ce sont des nouvelles dont on peut dont la signification n'est pas a priori évidente quand on les lit. Il faut, même en les lisant plusieurs fois, il y a une espèce de multiplicité des significations possibles qui apparaît au lecteur. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que sur chacune d'entre elles plane l'ombre de la Shoah, incontestablement. Et il y en a une dans le recueil qui s'appelle Le dernier des Mohicans. C'est une nouvelle qui met en scène un jeune peintre raté, Friedman ou Feldman, qui retourne en Europe ayant admis qu'il ne sera pas un grand peintre, et comme il n'est pas un grand peintre, eh bien, il a décidé qu'il allait faire une thèse sur Giotto. Donc il va en Italie et il se retrouve véritablement poursuivi partout à Rome où il s'est installé par un personnage extrêmement étrange qui s'appelle Susskind, dont on ne sait pas exactement ce qu'il veut, qui porte une longue redingote. Et on comprend bien en fait que ce Susskind, qui le poursuit à la fin de la nouvelle jusque dans un cimetière précisément, c'est cette espèce de mauvaise conscience dont il n'est pas arrivé à se débarrasser. Chez Roth, on voit que dans la nouvelle, en tout cas, Élie le fanatique, l'échappatoire que trouve Élie, c'est la folie. Alors, folie dont on ne sait pas véritablement si elle est définitive ou si son comportement est perçu comme tel par la petite communauté au sein de laquelle il vit. Il y a une dimension de critique sociale aussi dans la nouvelle de Roth qui est très forte, mais en tout cas, la réparation, là aussi, apparaît extrêmement difficile. Chez Amigorena, en fait, Amigorena brise deux fois le silence. Il brise à la fois le silence de son père, puisqu'il lui redonne la parole en quelque manière, et il fait également entendre les mots de la grand-mère. Les mots de la grand-mère et les mots qu'il prête au père. Mais peut-être que cette œuvre de Tikkun dont je parlais à l'instant, peut-être que c'est dans le livre de Mendelssohn, qui a une autre ampleur, qui a une autre dimension évidemment, qu'elle est la plus aboutie. En fait, dans Les Disparus, donc, il me semble qu'il y a une triple dimension. La première dimension, c'est la volonté de Mendelssohn de sortir justement de la formule l'oncle Schmil, qui avec sa femme et ses 4 filles superbes, avait été tué pendant la Shoah. Tout le travail de Mendelssohn, c'est précisément de redonner un nom qui, pour certaines des filles, est même... on a du mal à le lire, dit Mendelssohn, sur les lettres, donc il va rechercher l'identité véritable, et puis il va, au cours de ses nombreux voyages en Europe, il va essayer de suivre aussi loin qu'il est possible le destin individuel de chacun de ces personnages. Et il donne à plusieurs reprises leur nom. Il sort donc, comme je le disais à l'instant, de ce Schmil et de ces 4 filles superbes. Et donc, leur identité est finalement rétablie. Donc, Schmil-Jäger, l'oncle, Esther Jäger, née Schneelit, et leurs filles, Lorca, Fricka, Rorelet et Bronia. Et donc, Mendelssohn essaie de suivre l'itinéraire de chacun de ces 6 personnages. En fait, ils ont été séparés au moment où les Allemands sont arrivés à Boleschow, et il suit donc aussi loin que possible le destin de chacun de ces personnages auxquels il a redonné son identité spécifique. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est la nécessité de réparer le lien fraternel brisé et de le réparer avec le frère Matt, Matthew, dont il a cassé le bras. Et très précisément, c'est Matthew qui est photographe de profession, qui va accompagner Daniel Mendelssohn dans toutes ses pérégrinations, et ce sont des pérégrinations à l'échelle planétaire. Là aussi, vous avez un extrait sur la feuille que j'avais fait circuler.
Mendelssohn donc dit la chose suivante, après qu'il a rappelé comment il avait cassé le bras de son frère et que les raisons de cette bagarre étaient troubles pour lui, il dit peut-être est-ce pour cela que contre toute attente, c'est Matthew qui est devenu mon compagnon et mon partenaire dans la quête de Schmiel, car les centaines de photos de nos voyages ont été avant tout des images qui sont passées devant ses yeux fauves. Donc la quête a été l'occasion de réparer à la fois la fraternité brisée à la génération précédente et de réparer la fraternité brisée entre le jeune Daniel donc, et son frère Matt. Et de manière très significative, c'est la dernière dimension. Mendelssohn tisse véritablement toute sa quête, tout son récit. Il le tisse d'une étude des 4 premières parachutes de la Torah, et en particulier donc du récit de cette fraternité brisée entre Caïn et Abel, et il revient de très nombreuses reprises sur le fait que les relations entre frères sont précisément problématiques dans l'histoire de nos ancêtres. Donc il y a une manière très extrêmement subtile et très belle de tisser à la fois les temps et les thèmes, et qui à chaque fois tourne autour de cette question du tikkun, de la réparation entre les frères. Et la quête de Mendelssohn est une quête qui est non seulement européenne, mais qui, encore une fois, s'étend à la planète entière, jusqu'à l'Australie, en passant par Israël et toute l'Europe centrale. Je disais en commençant qu'il y avait dans chacun de ces textes, chez Mendelssohn comme chez les autres, il y avait une attention particulière qui était portée au cimetière et au moment d'enterrement. Et paradoxalement, ce sont des scènes tristes, mais ce sont aussi des scènes de réconciliation, des moments où la génération des parents des auteurs renoue en fait avec les gestes du deuil dont elle a été privée, puisque la génération précédente est le plus souvent morte en Europe et demeure donc sans sépulture. Ces cérémonies funéraires, c'est une manière en quelque sorte de recoudre le temps, de rapprocher chacune des rives de l'océan, chacun des bords du gouffre en tout cas, qui a englouti les uns et qui a laissé les autres à la fois sidérés et muets dans un premier temps. Et cette dimension-là, elle est particulièrement présente dans le livre, très très beau livre, Kaddish de Wieseltier. Là aussi, quelques mots. Wieseltier fait le récit de l'année qui suit la mort de son père et dans laquelle il s'est astreint, puisqu'il ne le faisait pas, 3 offices de la journée, à aller lui dire le Kaddish pour son père. Et en même temps, c'est une recherche très savante et tout à fait passionnante justement sur l'histoire du Kaddish, les formes du deuil. Et voici comment Wieseltier conclut pratiquement à la fin. On est au moment où c'est la pose de la pierre pour la première année de son père. Donc il est réuni au cimetière avec sa mère et leurs proches. Il dit « Ce ne fut pas la vue de la tombe de mon père qui me fit perdre la maîtrise de mon chagrin. Ce fut celle de ces vieillards, blottis les uns contre les autres pour lutter contre le froid, ces hommes âgés en chapeau et en manteau qui étaient venus enterrer l'un des leurs, écouter une nouvelle prière pour un nouveau mort, ces hommes et ces femmes désintéressés avec leurs accents et leurs histoires, mes aînés, fatigués et infatigables, une fois encore imperturbables au milieu des rafales de vent. Ils s'approchent de leur fin, ai-je pensé, je les aimais et j'ai pleuré, j'éclatais sous la parenté, morts et vivants, tous vous me manquez. » Et il finit avec le récit du moment où sa mère dévoile la pierre tombale du père, donc. Le rabbin ordonna à ma mère de retirer le voile d'étamine qui recouvrait la pierre tombale qui porte le nom de mon père et ceux de son frère et de sa sœur. Elle le fit et les noms furent révélés. Et il conclut ce paragraphe de la manière suivante. Enfin, ma mère avait pu enterrer quelqu'un qu'elle aimait. Donc, à ces morts sans sépulture, Roth, Malamud, Wieseltier, Mendelssohn, Amigorena, chacun à sa manière, chacun dans son style aussi, et selon des modalités, j'espère avoir montré un peu, qui sont différentes, chacun de ces auteurs ont construit, à défaut de tombes, de ces tombes manquantes de notre côté de l'Atlantique, eh bien, ils ont construit, me semble-t-il, un tombeau
au sens littéraire du terme, c'est-à-dire une forme de reconnaissance et un hommage. Et pour paraphraser Wieseltier que je lisais à l'instant, ils ont donné aux Juifs d'Amérique la possibilité d'enterrer enfin ce qu'ils n'avaient pas pu, peut-être pas su, et en disant ça, évidemment, je ne me pose pas un seul instant en juge, ce qu'ils n'avaient peut-être pas su tout à fait entendre et aimer. Je vous remercie.